Selon moi, Henri IV est le plus grand roi de France. Alors oui, bien sûr, c'est discutable, sachant qu'il y a eu d'autres très grands rois qui méritent ce titre, comme Philippe Auguste par exemple, ou encore Louis IX, surnommé Saint-Louis. Mais laissez-moi vous présenter sa vie, et vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Dans la nuit du 12 au 13 décembre 1553, le château de Pau, capitale du Béarn, s'anime d'une effervescence inhabituelle. Jeanne d'Albret, fille unique du roi de Navarre, est en train d'accoucher. Son père, Henri d'Albret, arpente les couloirs, impatient. Il attend depuis si longtemps un petit-fils pour assurer sa lignée. Soudain, un cri de nouveau-né retentit dans la nuit. C'est un garçon. Le vieux roi, fou de joie, se précipite dans la chambre. Sans attendre, il prend le nourrisson dans ses bras et l'emporte dans ses appartements, sous le regard mi-amusé, mi-inquiet de sa fille. Dans sa chambre, le roi Henri d'Albret procède à un rituel ancestral. Il frotte délicatement les lèvres du bébé avec une gousse d'ail, puis lui fait respirer une coupe de vin de Jurançon issue de sa propre vigne, achetée cette même année. Ce baptême béarnais, censé protéger l'enfant des maladies, marque le début de la vie du futur Henri IV. Comme un présage de son destin exceptionnel, le grand-père offre au nouveau-né une carapace de tortue, symbole de longévité et de protection. Cette relique, encore visible aujourd'hui au château de Pau, témoigne de ce moment historique. Quelques semaines plus tard, le 6 mars 1554, le jeune prince reçoit son baptême officiel dans la chapelle du château. La cérémonie est grandiose, présidée par le cardinal d'Armagnac. Ses parrains ne sont autres que les rois Henri II de France et Henri II de Navarre, tandis que ses marraines sont la reine de France, Catherine de Médicis, et sa tante, Isabeau d'Albret. Sa petite enfance se déroule dans la campagne environnante, notamment au château de Coarraze, où il se lie d'amitié avec les enfants des paysans et se fait surnommer le meunier de Barbaste en raison de ses fréquentes escapades à la campagne. Sa mère, Jeanne d'Albret, fervente calviniste, veille à son éducation selon les principes stricts de la Réforme. Henri grandit ainsi dans une atmosphère de rigueur morale et de simplicité, loin des fastes de la cour. En 1561, à l'avènement de Charles IX, son père, Antoine de Bourbon, décide de l'emmener à la cour de France. Là, Henri découvre un monde nouveau, côtoyant le roi et les jeunes princes de la maison royale. Cependant, ses parents sont en désaccord sur son éducation religieuse. Jeanne souhaite qu'il reste fidèle au calvinisme, tandis qu'Antoine préfère le voir éduqué dans la foi catholique. Cette dualité religieuse marque profondément la jeunesse d'Henri. Il passe peu de temps sur les terres de ses ancêtres paternels, le comté de Vendôme, car le château familial n'est plus la résidence principale. La cour de France devient son nouveau terrain de jeu et d'apprentissage. Malgré les tensions religieuses, Henri s'adapte à sa nouvelle vie, absorbant les leçons de ses parents et des courtisans. Il développe une personnalité complexe, forgée par les valeurs contrastées de ses parents. Cette éducation biculturelle et biconfessionnelle le prépare à devenir un roi capable de naviguer entre les factions religieuses et politiques de son temps. Lors de la première guerre de religion, le jeune Henri de Bourbon, alors âgé de 9 ans, se retrouve au cœur des tensions qui déchirent la France. En 1562, pour assurer sa sécurité, il est envoyé à Montargis, sous la protection bienveillante de René de France, une figure protestante influente. La paix revenue et son père décédé, Henri est retenu à la cour royale, tel un précieux gage de paix entre la monarchie et sa mère, la reine de Navarre. Cependant, Jeanne d'Albret, femme de caractère, ne compte pas laisser l'éducation de son fils aux mains d'autres personnes. En 1563, elle obtient de Catherine de Médicis non seulement le contrôle de l'éducation d'Henri, mais aussi sa nomination comme gouverneur de Guyenne, une position stratégique pour un garçon de seulement 10 ans. Les années suivantes sont riches en expérience pour le jeune prince. De 1564 à 1566, il accompagne la famille royale dans son grand tour de France, une odyssée qui lui permet de découvrir le royaume qu'il est destiné à gouverner un jour. C'est aussi l'occasion pour lui de retrouver sa mère, qu'il n'avait pas vue depuis 2 longues années. En 1567, Jeanne d'Albret, soucieuse de l'influence que la cour pourrait avoir sur son fils, le fait revenir auprès d'elle dans le Béarn. C'est là, dans les montagnes de son pays natal, qu'Henri renoue avec ses racines. L'année 1568 marque un tournant dans la vie du jeune homme. À 15 ans, il participe à sa première campagne militaire en Navarre, certes en tant qu'observateur, mais c'est le début de son apprentissage de l'art de la guerre. Cet apprentissage s'intensifie pendant la Troisième Guerre de religion. Sous la tutelle de l'amiral de Coligny, un mentor de choix, Henri assiste aux grandes batailles qui façonnent l'histoire de France. Jarnac,
La Roche-l'Abeille et Moncontour. Enfin, en 1570, à l'âge de 17 ans, Henri vit son baptême du feu lors de la bataille d'Arnay-le-Duc. Ce jour-là, l'adolescent devient un homme, prêt à affronter les défis qui l'attendent sur le chemin qui le mènera au trône de France. En 1572, le jeune Henri de Navarre, âgé de 19 ans, se rend au château de Vendôme. Ce voyage, rare et solennel, a un but précis. Mettre en terre sa mère, Jeanne d'Albret, dans la collégiale Saint-Georges, l'antique nécropole des Bourbons-Vendôme. Là, elle reposera aux côtés de son époux, Antoine de Bourbon. Ce moment marque la fin d'une époque pour Henri, qui devient alors Henri III de Navarre, succédant à sa mère sur le trône de ce petit royaume pyrénéen. Mais le destin d'Henri ne s'arrête pas là. Le 18 août de la même année, il se retrouve au cœur d'un mariage politique à Paris. Son épouse n'est autre que Marguerite de Valois, sœur du roi Charles IX. Ce mariage, initialement rejeté par sa défunte mère, est censé réconcilier catholiques et protestants. La cérémonie elle-même est un spectacle étrange. Marguerite, catholique, ne peut se marier que dans une église, tandis qu'Henri, protestant, ne peut y entrer. La solution ? Henri reste sur le parvis de Notre-Dame pendant que la cérémonie se déroule à l'intérieur. Les festivités qui suivent sont grandioses, mais elles cachent mal les tensions qui couvent dans Paris. Quelques jours plus tard, l'impensable se produit. Le massacre de la Saint-Barthélemy éclate. Henri, protégé par son statut de prince du sang, échappe aux tueries, mais se voit contraint de se convertir au catholicisme quelques semaines plus tard. Les années suivantes sont tumultueuses pour le jeune roi de Navarre. Assigné à résidence à la cour de France, il participe au siège de La Rochelle en 1573. L'année suivante, en avril 1574, son implication dans les complots des malcontents lui vaut d'être emprisonné au donjon de Vincennes avec le duc d'Alençon. La clémence du roi lui épargne la peine de mort, mais il reste sous surveillance étroite. Le vent tourne à nouveau avec l'avènement d'Henri III. À Lyon, le nouveau roi de France pardonne à Henri de Navarre, qui participe même à la cérémonie de sacre à Reims. Ainsi, en l'espace de quelques années, Henri est passé du statut de jeune prince protestant à celui de figure centrale de la cour de France, naviguant habilement entre les factions religieuses et politiques. Le matin du 5 février 1576, Henri de Navarre, alors âgé de 22 ans, s'échappe de la cour de France où il était retenu en otage depuis plus de 3 ans. Cette fuite audacieuse marque le début d'une nouvelle phase dans la vie du futur roi de France. Retrouvant la liberté, Henri renoue avec ses racines protestantes. Le 13 juin de la même année, il abjure solennellement le catholicisme, affirmant ainsi son identité religieuse. Néanmoins, son esprit modéré le distingue de son cousin, le prince de Condé, un protestant zélé. Henri, lui, préfère la voie du compromis. Les années suivantes sont un véritable exercice d'équilibriste pour le jeune prince. D'un côté, les protestants doutent de sa sincérité religieuse. De l'autre, les catholiques lui sont ouvertement hostiles. En décembre 1576, il échappe de justesse à un piège mortel dans la cité d'Auze. Même Bordeaux, capitale de son gouvernement, lui ferme ses portes. Henri s'installe alors le long de la Garonne, entre Agen et Lectoure, non loin de son château de Nérac. Sa cour devient un modèle de coexistence religieuse, rassemblant des gentilshommes des deux confessions. L'automne 1578 voit arriver Catherine de Médicis, accompagnée de Marguerite, l'épouse d'Henri. Pendant plusieurs mois, le château de Nérac devient le théâtre d'une vie de cour fastueuse. Chasse, jeux et danses se succèdent, au grand dam des austères pasteurs protestants. Henri lui-même se laisse aller au plaisir de la séduction, s'éprenant tour à tour de 2 demoiselles de la cour. Mais la guerre n'est jamais loin. En mai 1580, Henri participe à la prise de Cahors. Son courage au combat et son humanité envers les vaincus lui valent un grand prestige. Les années 1582 à 1590 sont marquées par sa relation avec Diane d'Andouin, une catholique qui devient sa confidente et conseillère politique. Cependant, ses aventures extra-conjugales créent des tensions avec Marguerite, qui finit par quitter Nérac pour Paris. Pendant ce temps, sur la scène internationale, Philippe II d'Espagne réalise l'union de la péninsule ibérique suite à la guerre de succession du Portugal de 1580 à 1583. Cette consolidation du pouvoir espagnol aura des répercussions importantes pour le futur roi de France et de Navarre. En 1584, le royaume de France est secoué par un événement qui va changer le cours de l'histoire. François d'Anjou, frère cadet du roi Henri III, s'éteint sans laisser d'héritier. Le roi lui-même n'ayant pas d'enfant,
tous les regards se tournent vers Henri de Navarre, le prochain dans la ligne de succession. Henri III, conscient des enjeux, envoie le duc d'Épernon auprès d'Henri de Navarre. Sa mission ? Convaincre le prince protestant de se convertir au catholicisme et de revenir à la cour. Mais Henri de Navarre, fidèle à ses convictions, décline l'invitation. Quelques mois plus tard, sous la pression de la puissante Sainte Ligue, Henri III se voit contraint de signer le traité de Nemours. Ce revirement spectaculaire met hors la loi tous les protestants du royaume, y compris Henri de Navarre. La rumeur court que le choc fut tel pour le futur Henri IV que la moitié de sa moustache blanchit en une seule nuit. S'ensuit une période de conflit intense. Henri de Navarre affronte à plusieurs reprises le duc de Mayenne, fer de lance de la Ligue catholique. Excommunié par le pape pour la seconde fois, le prince protestant doit même faire face à l'armée royale. Contre toute attente, il remporte une victoire éclatante à la bataille de Coutras en 1587. L'année 1588 apporte son lot de rebondissements. Le 5 mars, la mort soudaine du prince Henri de Condé propulse Henri de Navarre à la tête des Huguenots. Puis, le 23 décembre, dans un coup d'éclat spectaculaire, Henri III fait assassiner le duc Henri de Guise et son frère, le cardinal Louis. Ce bouleversement politique pousse les deux Henri à une réconciliation inattendue. Le 30 avril 1589, ils se retrouvent au château de Plessis-les-Tours et scellent leur alliance par un traité. Unis contre la Ligue qui contrôle Paris et une grande partie du royaume, ils mettent le siège devant la capitale en juillet. Mais le destin frappe à nouveau. Le 1er août 1589, Henri III est poignardé par Jacques Clément, un moine fanatique. Sur son lit de mort, le roi de France reconnaît Henri de Navarre comme son successeur légitime, tout en lui conseillant de se convertir au catholicisme. Ainsi, Henri de Navarre devient Henri IV de France. Mais son accession au trône marque le début d'une longue et périlleuse reconquête du royaume. Car, pour les 3/4 des Français, majoritairement catholiques, un roi protestant est inacceptable. Le nouveau monarque devra faire preuve de toute son habileté politique pour gagner le cœur de son peuple et unifier un royaume profondément divisé. Henri IV se trouve face à un défi colossal, conquérir non seulement son royaume, mais aussi le cœur de ses sujets. Le 4 août de cette même année, il fait un premier pas en promettant de respecter la religion catholique tout en refusant d'abjurer le protestantisme. Cette décision divise. Certains le suivent, d'autres, comme le protestant La Trémoille, quittent son armée, la réduisant de moitié. Affaibli, Henri doit lever le siège de Paris et se replier à Dieppe. Mais le destin lui sourit le 29 septembre 1589 lors de la bataille d'Arques. Avec seulement 10 000 hommes, il triomphe des 35 000 ligueurs du duc de Mayenne, rappelant à tous la victoire biblique de David contre Goliath. Cette victoire lui vaut le soutien de nombreux nobles et princes du sang. Le 14 mars 1590, à Ivry, Henri remporte une nouvelle victoire éclatante contre les ligueurs et les Espagnols. C'est là que naît le mythe du panache blanc, symbole de son courage et de son charisme. Malgré ses succès, la prise de Paris lui échappe encore. En juillet 1591, par l'édit de Mantes, Henri tente de rassurer les protestants en leur accordant une liberté de culte limitée. Mais la pression monte. En janvier 1593, le duc de Mayenne convoque les États généraux pour élire un nouveau roi. Henri, conscient de l'impasse, fait un choix décisif. Le 4 avril 1592, il annonce son intention de s'instruire dans la religion catholique. Finalement, le 25 juillet 1593, dans un geste qui changea le cours de l'histoire, Henri IV abjure solennellement le protestantisme en la basilique Saint-Denis. Cette conversion stratégique, qu'on résumera plus tard par l'expression « Paris vaut bien une messe », que l'on peut juger comme cynique, marque un tournant dans sa quête du trône et de l'unité du royaume. Ainsi, en l'espace de 4 ans, Henri IV est passé du statut de roi contesté à celui de monarque prêt à tout, pour unifier son peuple, même à renoncer à sa foi protestante. Ce geste audacieux ouvre la voie à la pacification du royaume et à son règne effectif sur la France. Henri IV, le roi protestant devenu catholique, se lance dans une véritable campagne de séduction pour rallier les villes et les provinces à sa cause. Tel un politicien habile, il distribue promesses et cadeaux, dépensant la somme astronomique de 25 millions de livres. Mais ce jeu a un prix. Les impôts augmentent. Leur montant est multiplié par 2,7. Et dans les provinces les plus fidèles au roi, Poitou, Saintonge, Limousin et Périgord, gronde la révolte des croquants. Cependant,
Henri IV ne se laisse pas décourager. Au début de l'année, il remporte une victoire éclatante en assiégeant Dreux. Fort de ce succès, il se prépare pour un moment crucial de son règne. Le 27 février 1594, dans la cathédrale de Chartres, Henri IV est sacré roi de France. C'est un événement exceptionnel. Il est l'un des 3 seuls rois de France à ne pas être sacré à Reims, la ville traditionnelle du sacre, encore aux mains de la Ligue. Moins d'un mois plus tard, le 22 mars 1594, Henri IV fait son entrée triomphale dans Paris. Tel un conquérant magnanime, il distribue des billets de pardon royal, gagnant ainsi les cœurs des Parisiens. Cette stratégie de clémence porte ses fruits. Le 17 septembre 1595, le pape Clément VIII lui accorde l'absolution, scellant ainsi sa légitimité aux yeux de tous les catholiques. Malgré ses succès, le chemin vers la paix reste semé d'embûches. Le 27 décembre 1594, Jean Châtel, un opposant fanatique, tente d'assassiner le roi à l'hôtel du Bouchage, près du Louvre, où réside sa maîtresse Gabrielle d'Estrées. Henri IV échappe de justesse à la mort, mais le roi ne faiblit pas. Dans un dernier acte de bravoure, il affronte et bat définitivement l'armée de la Ligue à Fontaine-Française. Cette victoire marque la fin d'une époque compliquée et le début du règne effectif d'Henri IV sur une France enfin pacifiée. Ainsi, en l'espace d'une année, Henri IV est passé du statut de roi contesté à celui de monarque légitime et victorieux, ouvrant la voie à une ère de paix et de prospérité pour la France. En 1595, Henri IV prend une décision. Il déclare officiellement la guerre à l'Espagne. Cette stratégie vise à faire des derniers ligueurs, soutenus par Philippe II, des traîtres aux yeux de tous. Cependant, les choses ne se passent pas comme prévu. Les Espagnols prennent Amiens et débarquent en Bretagne, où le duc de Mercœur, cousin des Guises, refuse toujours de reconnaître Henri comme roi. La situation devient périlleuse pour Henri IV. À cette époque, le roi perd également l'appui de la noblesse protestante. Choqués par sa conversion au catholicisme, des figures comme La Trémoille et Bouillon refusent de combattre à ses côtés. Les protestants, se sentant trahis, réactivent leur organisation politique et détournent même l'impôt royal pour leur propre compte. Malgré ces défis, Henri IV ne se laisse pas abattre. Il soumet la Bretagne, ravage la Franche-Comté et reprend Amiens aux Espagnols. En avril 1598, il signe l'édit de Nantes, instaurant une paix fragile entre catholiques et protestants. Cette même année, le 2 mai, la paix de Vervins est signée avec l'Espagne, mettant fin à des décennies de guerre civile et apportant enfin la paix à la France. Cependant, un nouvel ennemi se profile à l'horizon. L'article de la paix de Vervins concernant le duc de Savoie devient la cause d'une nouvelle guerre. Le 20 décembre 1599, Henri IV reçoit Charles-Emmanuel Ier de Savoie à Fontainebleau pour tenter de régler le différend. En mars 1600, le duc de Savoie demande un délai de réflexion de 3 mois. À l'expiration de ce délai, Henri IV lui envoie un ultimatum. Le duc répond qu'il préfère la guerre à une paix défavorable. Le 11 août 1600, Henri IV déclare la guerre à la Savoie. Il faut savoir qu'Henri IV était un coureur de jupons. Néanmoins, en 1599, Henri IV, le roi de France, approche de la cinquantaine et se trouve face à un dilemme royal. Il n'a toujours pas d'héritier légitime. Depuis quelques années, son cœur appartient à Gabrielle d'Estrées, mais les conventions de l'époque ne permettent pas à cette roturière de devenir reine. Malgré cela, Gabrielle se comporte comme si elle l'était déjà, s'attirant les foudres de la cour et des pamphlétaires qui la surnomment cruellement la duchesse d'ordure. Le destin, cependant, a d'autres plans. En 1599, Gabrielle meurt brutalement, probablement d'une éclampsie puerpérale. Cette tragédie personnelle ouvre paradoxalement la voie à une solution politique pour Henri IV. En décembre de la même année, le roi obtient l'annulation de son mariage avec la reine Marguerite. Libre de se remarier, il jette son dévolu sur Marie de Médicis, fille du grand-duc de Toscane. Le 17 décembre 1600, dans la cathédrale Saint-Jean de Lyon, Henri IV et Marie de Médicis s'unissent. Ce mariage est une aubaine pour le royaume. La dot de Marie permet d'effacer une année entière de dettes. La chance sourit enfin à Henri IV. L'année suivante, en 1601, Marie donne naissance au dauphin, Louis, assurant ainsi l'avenir de la dynastie des Bourbons. Mais le ver galant, comme on le surnomme, ne peut s'empêcher de succomber à ses vieux démons.
Peu après la mort de Gabriel, il entame une liaison avec la jeune et ambitieuse Henriette d'Entragues. Cette relation passionnelle manque de compromettre son mariage et sa couronne, Henriette allant jusqu'à comploter contre le roi lorsque ses demandes de légitimation de leurs enfants sont repoussées. Les années passent et les conquêtes d'Henri IV se succèdent. En 1602, lors d'une visite au prieuré Saint-Louis de Poissy, il remarque la beauté de Louise de Maupoux et lui fait la cour. Enfin, en 1609, alors qu'il approche de la soixantaine, Henri IV tombe éperdument amoureux de la jeune Charlotte Marguerite de Montmorency, à peine âgée de 15 ans. Cette passion tardive du vieux roi pour une si jeune femme fera couler beaucoup d'encre et alimentera les rumeurs de la cour jusqu'à la fin de son règne. Henri IV, le roi qui a conquis son trône à la pointe de l'épée, s'attelle à la tâche ardue de reconstruire un royaume déchiré par des décennies de guerre civile. Pour l'aider dans cette mission, il s'entoure d'hommes de confiance et de talent, le baron de Rosny, futur duc de Sully, le catholique Villeroy et l'économiste Barthélemy de Laffemas. Les années de paix qui suivent permettent enfin de renflouer les caisses du royaume. Henri IV, visionnaire, lance alors de grands projets architecturaux. En 1600, il fait construire la grande galerie du Louvre, reliant le palais aux Tuileries. Les châteaux royaux de Fontainebleau et de Saint-Germain-en-Laye connaissent un nouvel essor grâce aux talents de sculpteurs comme Pierre Billard l'Aîné et de peintres tels que Toussaint Dubreuil. Paris, la capitale, n'est pas en reste. Le roi poursuit la construction du Pont-Neuf et fait bâtir 2 nouvelles places, la place Royale, aujourd'hui place des Vosges, et la place Dauphine. Il rêve même d'une place de France semi-circulaire au nord du Marais, un projet qui restera malheureusement à l'état de rêve. Mais le règne d'Henri IV n'est pas que faste et construction. En 1601, après la guerre contre la Savoie, le traité de Lyon redessine les frontières. La France gagne la Bresse, le Bugey, les pays de Jais et du Val-Romay, tandis que le duc de Savoie conserve le marquisat de Salus. Les complots cependant continuent de menacer le roi. Venant d'Espagne et de Savoie, ils poussent Henri IV à des mesures drastiques. Le duc de Biron est exécuté, le duc d'Angoulême embastillé. Dans un geste d'apaisement envers les anciens ligueurs, Henri IV autorise le retour des Jésuites en France en 1603, malgré leur passé trouble. Il crée également une caisse des conversions en 1598 pour encourager les protestants à revenir au catholicisme. Le roi lui-même se montre fervent catholique, sans pour autant tomber dans la dévotion excessive. Il tente même de convaincre sa sœur Catherine de Bourbon et son ministre Sully de se convertir, mais en vain. En 1610, la production agricole retrouve enfin son niveau de 1560, signe d'un pays en voie de redressement. Le désir de paix est unanime et favorise la mise en place de l'édit de Nantes, qui apporte une stabilité bienvenue. Les efforts de reconstruction, particulièrement dans le Languedoc et le nord de la France, stimulent toute l'économie. Le roi et son ministre Sully comprennent que les arts et l'artisanat d'excellence sont essentiels pour le redressement économique du royaume. Henri IV cherche à réduire les importations massives de tapisseries des Flandres qui déséquilibrent la balance commerciale française. En 1597, il invite le maître lissier Girard Laurent à s'établir dans l'ancienne maison professe des Jésuites, bientôt rejoint par Maurice Dubout. En 1606, ces tapissiers s'installent dans les nouvelles galeries du Louvre, transformées en une véritable pépinière d'artistes. Peintres, sculpteurs, brodeurs, orfèvres, armuriers et ingénieurs y sont logés et bénéficient d'un statut privilégié échappant aux contraintes des corporations. Simultanément, les lissiers flamands Marc de Caumont et François de la Planche ouvrent une manufacture de tapisserie à Paris, ancêtre de la célèbre manufacture royale des Gobelins. Barthélemy de Laffemas et le jardinier François Trocat, inspiré par l'agronome Olivier de Serres, jouent un rôle crucial dans l'histoire de la soie en plantant des millions de mûriers dans les Cévennes, à Paris et dans d'autres régions. Le canal de Briare, reliant la Seine et la Loire, marque le premier canal de transport fluvial en France, destiné à développer l'agriculture. D'autres projets de canaux sont envisagés, mais abandonnés après la mort d'Henri IV. La légende veut qu'Henri IV ait souhaité que chaque laboureur puisse avoir une poule dans son pot, symbolisant la prospérité pour tous les Français. Cette idée prend racine lors d'une querelle avec le duc de Savoie, où le roi exprime son désir de voir chaque Français prospérer.
Sully, dans ses mémoires intitulées Les économies royales, exprime sa vision de la prospérité de la France liée au développement de l'agriculture. Pâturage et labourage sont les deux mamelles de la France. Il résout le problème de la dette en déclarant la France en faillite vis-à-vis de certains créanciers et en négociant les remboursements à la baisse. Par exemple, en 1602, la France doit 36 millions de livres tournois au canton suisse, mais après négociation, cette dette est réduite à 16 millions en 1607. En 1598, une enquête est lancée contre les faux nobles, et en 1604, un impôt de succession pour les charges d'officier, la Paulette, est créé. La société reste cependant violente. Les soldats congédiés forment des bandes organisées qui écument les campagnes, mais ces groupes sont progressivement éliminés par les forces royales. Les mœurs au sein de la noblesse sont également brutales. En 1607, 4000 morts par duel sont enregistrés, et les enlèvements de jeunes filles à marier provoquent des guerres privées, nécessitant l'intervention du roi. Ainsi, entre 1598 et 1610, Henri IV jongle habilement entre reconstruction du royaume, stabilisation de l'économie, grands projets architecturaux, instauration d'une paix durable et apaisement des tensions religieuses, posant les bases d'une France plus forte et plus unie. Aussi, le roi Henri IV, animé par l'esprit d'aventure et le désir d'étendre l'influence française, tourne son regard vers le Nouveau Monde. Bien que ses prédécesseurs aient déjà tenté leur chance en Amérique du Sud, c'est vers le nord que le destin de la France va se jouer. En 1599, le roi pose les premiers jalons de cette grande aventure. Il accorde le monopole du commerce des fourrures à Tadoussac, en Nouvelle-France, à deux intrépides marchands, François du Pont-Gravé et Pierre Chauvin. C'est le début d'une saga qui va transformer le visage de l'Amérique du Nord. Quelques années plus tard, Henri IV, toujours visionnaire, confie une mission d'envergure à Pierre Dugas-de-Mont, un protestant. Il lui octroie le monopole du commerce des fourrures et le charge d'établir une présence française en Acadie. Pour mener à bien cette entreprise, de Mont s'adjoint les services d'un homme destiné à marquer l'histoire, Samuel de Champlain. En 1604, l'expédition de Champlain jette l'ancre sur l'île Sainte-Croix, aujourd'hui Dutchet Island, au Maine. C'est le premier pas de la France sur le sol du Nouveau Monde. Mais les conditions sont rudes, et au printemps 1605, les colons déplacent leur établissement à Port-Royal, en Nouvelle-France. Néanmoins, les vents politiques sont changeants. En 1607, le monopole est révoqué, mettant un terme brutal à cette première tentative de peuplement. Mais Henri IV n'abandonne pas son rêve américain. Il charge Champlain de lui faire rapport de ses découvertes, gardant un œil attentif sur ces terres lointaines. L'année 1608 marque un tournant décisif. Le monopole est rétabli, bien que pour une année seulement. Henri IV, dans un geste qui changea le cours de l'histoire, envoie Champlain et du Pont-Gravé fonder Québec. Cette décision marque le véritable début de la colonisation française en Amérique. À la fin de son règne, Henri IV se retrouve plongé dans des tensions croissantes avec les Habsbourg et doit reprendre les hostilités contre l'Espagne. En 1609, il s'implique dans le conflit de succession de Clèves et de Juliers, soutenant les princes allemands protestants contre l'empereur catholique. La fuite du prince de Condé à la cour de l'Infante Isabelle ravive les tensions entre Paris et Bruxelles. Estimant son armée prête à reprendre le conflit, interrompu 10 ans plus tôt, Henri IV s'allie aux protestants allemands de l'Union évangélique. Le 25 avril 1610, son représentant, François de Bonne de Lesdiguières, signe le traité de Broussolo avec Charles-Emmanuel Ier, duc de Savoie. Cependant, l'idée d'une guerre européenne ne plaît ni au pape, soucieux de la paix entre princes chrétiens, ni aux sujets français, inquiets pour leur tranquillité. Les sermons des prêtres ravivent les esprits échauffés des anciens ligueurs, tandis que des opposants à la politique du roi se trouvent même dans l'entourage de la reine. Henri IV se retrouve dans une position fragile, tiraillé entre les catholiques et les protestants, cherchant à maintenir leurs privilèges politiques grâce à l'édit de Nantes. Alors qu'il prépare la guerre, le couronnement officiel de la reine à Saint-Denis est prévu pour le 13 mai 1610. Le lendemain, alors qu'il traverse Paris pour rendre visite à Sully, souffrant, Henri IV est poignardé par François Ravaillac, un catholique fanatique, au 8-10 rue de la Ferronnerie. Le roi meurt de ses blessures dans le carrosse qui le ramène au Louvre à l'âge de 56 ans. L'enquête conclut à l'action isolée d'un fou. Le 27 mai 1610, Ravaillac est écartelé sur la place de Grève à Paris pour avoir assassiné le roi. Après l'autopsie et l'embaumement du défunt roi, son cœur est placé dans une urne de plomb, contenue dans un reliquaire d'argent envoyé à l'église de Saint-Louis de la Flèche.
Son corps est exposé dans une chambre de parade du Louvre, puis son effigie dans la salle des Cariatides. Henri IV est enterré à la basilique Saint-Denis le 1er juillet 1610 à l'issue de plusieurs semaines de cérémonies funèbres. Pour résumer, Henri IV a travaillé à régulariser les finances de l'État, à promouvoir l'agriculture, à éliminer la corruption et à encourager l'éducation. Il a initié la première colonisation française réussie des Amériques. Il a promu le commerce et l'industrie et a donné la priorité à la construction de routes, de ponts et de canaux pour faciliter la communication au sein de la France et renforcer la cohésion du pays. Tous ces efforts ont stimulé la croissance économique et amélioré les niveaux de vie. Ces politiques ont également contribué à la stabilité et à la prééminence de la France dans les affaires européennes. Tous ces événements ont contribué à faire naître la légende du bon roi Henri, un roi aimé de son peuple. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez aller voir celle sur le Chevalier Bayard qui s'affiche à l'écran. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour plus de récits captivants et terrifiants. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui et à bientôt!